cadre de votre émission Décrypté-Co, on se retrouve une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Donc, 3 sujets va faire justement le débat, va être décrypté au cours de cette émission Décrypté-Co. Il s'agira de quoi? Et bientôt, comme nous le savons d'ailleurs tous, les élections sénatoriales et de gouverneurs et de vice-gouverneurs de province va donc intervenir. On en parle dans cette émission et déjà ça sent mauvais. On parle de la corruption qui a déjà commencé, qui essaie un peu de s'enraciner, qui essaie un peu de prendre déjà des racines. Au cours de cette émission, on va en parler. On va également parler autour de la mort de cette infirmière Annie Chidibi de l'hôpital Akram. Vous le savez, cette dame qui nous a quitté alors qu'il donnait vie ou alors qu'il a rencontré de problèmes. Le ministre de la Santé a eu des mesures drastiques, en tout cas pour frapper les 3 hôpitaux au cœur de cette histoire et pour chuter. Agression de la République démocratique du Congo. Quelle lecture faire des manifestations qui ont émaillé ces derniers temps à Kinshasa? Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est dans le cadre de votre émission Décrypté-Co, je le dis. Pour cela, nous avons 2 invités. Il s'agit bel et bien de Egide Ngwene, consultant économique ici à Ecofin Télévision, à qui nous disons bonjour et merci d'être toujours dispo pour cette émission, Egide Ngwene. Bonjour Madame Betty, et c'est un réel plaisir pour moi de faire toujours partie à cette émission Décrypte économie, qui est pour moi une façon ou soit une autre façon d'essayer un peu d'analyser, de décrypter des situations socio-économiques, politiques et régionales même de l'Afrique et de la RDC. Face à lui, un analyste politique, lui c'est David Kalonji, à qui nous disons bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation, David. Merci pour le plaisir de me recevoir encore une fois de plus sur ce plateau. Ah ben oui, hein, c'est pas une première. Hein. C'est pas la première fois, c'est même pas la deuxième fois. Donc, bref, je deviens aussi un habitué. Mais je crois que je suis très content de me retrouver encore en face avec mon confrère. Et je me dis quelque part, il faut qu'on parle. Parlons quand même de notre nation. Parlons quand même des mesures qui sont prises. Donc, là, nous sommes en tout cas dans la peau de ceux qui préfèrent faire en tout cas des analyses qui puissent plaire le plus à notre population. Voilà, il faut qu'on parle. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, parce que nous devons en parler. Bientôt, élections sénatoriales, gouverneurs et vice-gouverneurs de province qui vont bientôt donc intervenir à Kinshasa. Mesdames et messieurs, on parle déjà de la corruption. Egide Ngwene, APLC, Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, et la CENI vont bientôt mettre en place un numéro vert où la population, en tout cas pour toute la population, hein, bien que vous soyez député, bien que vous soyez candidat au sénatorial et autres, vous pouvez utiliser ces numéros-là lorsque vous constatez qu'il y a tentative de corruption et qu'on sort. Que faire ou comment doit procéder justement pour mettre fin à cette situation? On a l'impression que la corruption prend de plus en plus de racines, bien que l'IGF existe et consomme, mais ça continue sous d'autres cieux aujourd'hui. La question est très bien posée. L'APLC, je pense qu'il est dans ses attributions. C'est l'agence de prévention et de lutte contre la corruption. Moi, je pense qu'il est dans ses attributions. Mettre un numéro vert, c'est pas mal. Mais les problèmes, il faut réfléchir pourquoi la corruption ne s'est pas... Elle demeure, elle ne se termine pas bien qu'il y ait la présence de l'IGF. Mais le grand problème, c'est au niveau des électeurs que nous appelons, que nous, la population, on a élu qu'on appelle les députés provinciaux. Parce que ce sont les députés provinciaux qui vont élire les gouverneurs et les sénateurs, qui vont élire les grands électeurs. Mais ce sont des gens à qui la population a fait confiance énormément, mais on se rend compte, c'est comme si la population a fait confiance aux malhonnêtes, aux gens qui ont un problème sérieux de l'éthique et de la morale, peu importe que, excusez, les chefs de l'État prônent sur l'état de droit au niveau du pays, mais il y a tout un
ministère de justice qui fait ce travail, mais je me dis que ça ne se termine pas. Mais il y a un autre problème, c'est au niveau de la moralité du chef de députés provinciaux. Vous êtes député provinciaux, vous êtes bel et bien élu. Mais pourquoi à votre tour, vous devez vendre votre voix? Quand vous vendez votre voix, ce n'est pas seulement la voix que vous vendez. Vous vendez même votre réputation. Parce que c'est parce que ce sont des pratiques qu'eux-mêmes, ils ont utilisées pour être élus là où ils sont. Hein. Ils ont eu, et bien que la Constitution l'a refusé, ils ont eu quand même à remettre de biens en nature et voilà, pour qu'ils soient élus. Il faut pas confondre battre campagne et se faire élire. Moi, je suppose qu'ils ont bâti campagne, ils n'ont pas acheté de voix. Mais à l'heure à tout aussi, la PLC prend l'initiative de mettre un numéro vert en circulation, c'est-à-dire qu'il y a un anguille sur roche, c'est-à-dire que quelque part il y a la corruption qui s'annonce. Et vous-même, vous le sénateur qui sera élu parce que vous avez acheté de voix, est-ce que vous allez réellement porter la République démocratique du Congo? Je ne pense pas. Vous allez vous dire, c'est un député que j'ai acheté et le voilà que je suis passé sénateur parce que j'ai acheté telle voix, telle voix. Moi, je pense que le problème réside au niveau des sénateurs et au niveau des députés. Maintenant, la problématique, c'est au niveau de la moralité. Vous savez, si les gens perdent le bon sens, si les gens perdent la moralité, si les gens perdent l'éducation, moi je pense qu'on peut beau crier, on peut beau se dire que Tobala Yezu, Totila jamais Kobota Nanani, na Yezu, parce que Dieu ne va pas vous reconnaître. C'est-à-dire que l'immoralité, c'est contester les lois de Dieu. Et à ce point, je dis maintenant, je rentre au niveau de la CENI. La CENI aussi a une part de responsabilité. Parce que c'est lui qui avait enregistré. Elle doit faire quoi? Puisque elle organise les élections, ce sont plutôt aux députés nationaux, c'est à eux plutôt de mettre je veux pas revenir de la sorte de la manière dont les élections étaient organisées ici le 20 décembre passé. On a tous vu comment les élections se sont organisées. Très mal organisées, s'il faut le dire. Mais la CENI, vous savez, on a eu, je prends une circonscription peut-être des Funa, plus de 300 députés pour 5 postes, ou soit pour un poste, ou soit pour 2 postes. Vous voyez qu'il y a déjà un problème. La CENI devait procéder, s'il vous plaît, si on avait procédé à la sélection, on allait arriver à sélectionner le meilleur. Et quand on est sélectionné le meilleur parmi le meilleur, c'est à ce moment-là que même la probabilité d'être corrompu sera comment? Faible. Voilà. David Kalonji, un numéro vert sera mis à la disposition de la population pour dénoncer l'éventuelle corruption si en cas où il y en aura. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Hein? Non, je me dis quelque part, posons-nous des questions aussi. Hein. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Parce que je me dis, restons un tout petit peu lucides de la manière que les choses se conjuguent. La première, la deuxième et la troisième législation, on a vu qu'on nous a présenté quelque chose à dessein. La population n'était pas d'accord avec l'élu chef de l'État. On avait dénoncé. Donc à l'époque de l'abbé Malou Malou, de Ngoï Mulunda et puis de Corneille Nanga, non. On a été obligé même d'ailleurs d'annoncer le résultat dans le char de combat. Donc, quelque part, on avait senti qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment symbiose entre la population qui était déterminée à pouvoir faire un choix avec le choix qui était sorti. Mais je tiens à rappeler que il n'y avait pas la CENI qui dénonçait les voleurs et les bourrages des urnes. La grande différence, parce que maintenant nous sommes dans la différence. Avec la CENI de Kadima, la CENI a dénoncé les voleurs. Donc c'est une différence. Il y a quelque chose qui tourne. Nous sommes en train de chercher l'état de droit, et l'état de droit se conjugue. Donc quelque part il y a quelque chose, et c'est pourquoi je dis, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Mais qu'est-ce que nous avons fait de ce que l'électrochoc, parce que c'est un électrochoc qui a frappé dans tous les sens, et même du côté des PPRD, et même du côté de l'UDPS, de l'Union Sacrée. Donc sincèrement vous sentez que c'est un remue-ménage. Mais le remue-ménage, c'est pour sortir le pays de l'état de la corruption à l'état de
non-corruption. Et si possible? par exemple hier... Non. Est-ce possible? Puisqu'aujourd'hui, on a l'impression que la corruption... Belle question. Mais quand par exemple je dis par exemple que les 3 premières n'ont pas dénoncé les bourrages de lune, la corruption, mais Kadima a dénoncé, c'est qu'effectivement, nous sommes en train de conjuguer les efforts pour mettre un état de droit. Alors, qu'est-ce que c'est que Kadima a dénoncé, qui est une innovation? Qu'est-ce que la justice en fait? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une pièce où il faut que la population consomme, arrive à s'habituer à accepter un état de droit qui naît. Donc ici, on veut retourner les choses à ce qu'elles soient des histoires que l'on sort de la poche des individus. Or, nous sommes en train de construire un état de droit. Le chef de l'État a fait sa part. On va aux élections, à la date qu'il fallait. Il fallait beaucoup de concessions et un grand combat pour en arriver. Et nous sommes arrivés là. Mais quand, par exemple, la CENI dénonce qu'il y a eu bourrage d'une et tout ça là, il y a eu corruption. Mais qu'est-ce que la justice fait? Parce qu'il faut nécessairement que la justice apporte l'éclairage sur, par exemple, tout ce qu'on a constaté comme, par exemple, insuffisance. Un travail d'ailleurs de la CENI fait en partie. Nous dit parce que regarde, ce qui devient encore un bémol. Bien que c'est déjà, bien que les élections c'est déjà passé. Aujourd'hui, nous parlons des appels C où celui qui joue l'intérim, le titulaire a été limogé justement à cause de la corruption. Pensez-vous une telle institution peut mener à bon port le travail qui s'est donné aujourd'hui, puisqu'il s'est associé à la CENI? Qu'on n'en multiplie pas de trop, ça ne sert à rien. Moi, je me dis quelque part, je me dis que ça ne soit pas une fuite en avant. Je ne dis pas que c'est pas bien, parce que mon confrère l'a dit tout à l'heure. Mais quelque part, je me dis qu'il ne faut pas en multiplier de trop. Qu'est fait la justice? N'a-t-on pas présenté des insuffisances? Est-ce que ce ne fut pas vraiment un... Mais David Kalonji, au niveau où nous sommes aujourd'hui, vous voulez que la justice fasse quoi? Qu'elle fasse ceci. D'abord, quand des gens ont manqué à leur devoir civique, parce qu'aller tricher, ça c'est manquer à un devoir civique. Mais il y a un problème, s'il vous plaît, je vais un peu vous aider. Il termine comme ça, vous allez rebondir après. Il y a un problème, oui. Qu'il termine comme ça, vous allez rebondir, vous risquerez de le faire perdre son idée. Ces gens-là, ce sont des citoyens congolais. Et puis en plus, ils se retrouvent être en fonction de l'État. Et on constate qu'effectivement, ils ont bourré les urnes, ils ont volé les machines, on les constate. On les a dénoncés. C'est bien, c'est l'institution qui l'a fait. La justice doit se saisir de ces cas-là. La justice doit en faire, d'ailleurs, pour faire la promotion de la justice, d'un état de droit. Là, vous parlez des élections qui vont intervenir. C'est là où j'allais intervenir. Oui, je vais dire vous ceci. Demandez à la justice. Ça va baliser justement. Non, ça va baliser justement. Voilà, il y a une question qui me vient en tête. Ouais, ça veut dire lorsque vous demandez à la justice de faire son travail, c'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire ceci. Qu'on invalide également le député nationaux qui seront attrapés, mais dans le sac, ou comment ça va, on va procéder? Non, laissons. C'est une matière qu'on a donnée à la justice. Voilà. Il fallait que la justice donne déjà un signal très fort sur lequel faire des procès publics pour, par exemple, un changement à la fois aussi pédagogique. On est en train de construire un état de droit, mais dans l'entretemps, ça revient aux autres élections qui vont venir. Mais ici, on constate qu'on nous parle d'un numéro vert. C'est comme si on continue. C'est comme s'il n'y a rien dans ce qui vient de se passer. Et quelque part, on n'encourage pas l'État à pouvoir restaurer le droit. Non. Quand le chef de l'État aujourd'hui, il a beaucoup parlé à maintes reprises, la justice. Mais quand aujourd'hui c'est la CENI qui vous présente des gens qui ont manqué à la loi, mais il faut que la justice fasse son travail. Le chef de l'État a fait sa part. Mais la justice, pourquoi elle ne fait pas son travail? Il faut qu'elle fasse son travail. Donc aujourd'hui, expliquer à la population comment ces gens se sont retrouvés avec des machines,
Est-ce qu'il y avait une relation? Passé, hein? Non, non, mais ça doit nous aider justement à faire mieux. Parce que la situation, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que cette étape a été déjà passée. Et ça va passer comme ça? Ça va passer comme ça? Oui, ça veut dire quoi? Les invalidés n'ont plus d'autres recours. Ouais. C'est terminé. C'est déjà passé. Il y a eu quand même de répercussions sur l'acte posé, quand bien même qu'aujourd'hui le 81 dénonce et disent qu'ils ont été débarqués comme ça sans preuve valable. Jusqu'ici, ils ne peuvent pas. Certains soutiennent même d'ailleurs. La justice avec la CENI. Certains soutiennent même d'ailleurs qu'ils ont des preuves. Il y a eu ceux-là qui sont même au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui ont été cités avoir des machines et consorts. Ils siègent aujourd'hui. Voilà. Donc on a déjà parlé de la justice de 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des élections sénatoriales des gouverneurs, mais également de vice-gouverneurs qui vont intervenir incessamment. Est-ce que avec ce qu'on a mis comme numéro vert, vous pensez que la CENI ou la APLC vont trouver gain de cause pour ne plus retomber à ce que nous avons rencontré comme problème aux élections passées? Démarche psychologique. Si par exemple, la justice pouvait faire des démonstrations, à la fois de démontrer comment ces gens ont reçu ces machines, et en même temps le circuit par lequel ils ont opéré pour arriver à corrompre. À ce niveau-ci, ça devient pratiquement attendez, non, s'il l'avait fait. Ah ok, s'il l'avait fait, n'allait-elle pas, la justice, donner un signal très fort à ceux qui se préparent maintenant pour corrompre? Parce que ils allaient avoir peur que maintenant il y a un état de droit quelque part. Il y a la justice qui est là. Ce n'est pas le numéro vert qui va faire l'affaire. Mais c'est par contre justement une pédagogie où on sent que chaque institution fait son travail. Dès lors qu'on donne la matière à la justice, mais la justice ne veut pas l'explorer, est-ce que la population n'a pas besoin de comprendre Kadima a dénoncé? A-t-il été lui-même dans le coup, ou bien il a dénoncé, mais comment c'est arrivé à son niveau? Et dans ce pays, nous craignons justement de faire la continuité. Parce que c'est une boîte à Pandore. Je prends les cas par exemple, hier, avec c'est Ngoïmoulunda ou bien Malou Malou. On avait volé de machines. On avait pillé le dépôt. Et ces machines étaient portées disparues. Aujourd'hui, on se retrouve avec des politiciens, chacun avec des machines dans sa maison. Voyez-vous, il y avait des enquêtes qu'on avait déjà initiées à cette époque-là. Voilà, David Kalonji, vous disiez donc aujourd'hui un numéro vert. D'après vous, pour quelle fin? Oui, un numéro vert pour quelle fin? Tout ce que nous faisons est à la fois aussi pédagogique. Aujourd'hui, le chef de l'État se plaint à maintes reprises. Cette justice-là, ce qu'il est en train de faire, ça ne m'enchante pas tellement. Et que on lui donne la matière. La matière, c'est que la CENI a fait son travail. Il a donné des gens qui sont des gens civiques, qui ont posé des actes pour dégrader notre démocratie. Et la justice ne peut que se saisir de la matière. Ici, on ne fait pas la politique. Ici, c'est la justice. Elle doit nécessairement démontrer que la CENI n'est pas dedans, parce que ces gens-là soutiennent que maintenant on les a mis dehors arbitrairement. On les a déclassés comme ça là. Mais prouver que non, effectivement, vous avez été attrapé avec de preuves tangibles que vous aviez volé des machines. Comment avez-vous reçu ces machines? Il faut remonter la filière. Et la population, même d'ailleurs au stade, on n'empêche pas à ceux qu'on appelle... Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi aller plus fort. Même au stade, on ne refuse pas, on ne met pas vraiment un rideau vraiment sur les yeux des gens pour ne pas voir le match. Donc, le peuple congolais voudrait savoir. Ce n'est pas que je suis du PPRD. Ce n'est pas que je suis de l'Union Sacrée, encore moins de l'UDPS. Mais je suis population. Je dois savoir
qu'on m'explique comment les machines sont arrivées entre les mains de ceux dont on a accusé, qu'on a présenté à cet individu-là. Voilà. Ici, c'est comme si une pièce de théâtre où, oh non, ça ne va pas non plus quelque part. Soyons sérieux. Si nous voulons vraiment la démocratie, qu'elle soit réelle, à un moment donné, nous devons avoir la culture d'amener, quand on veut gérer les problèmes d'argent, on le met à la place publique, on en parle. Les problèmes, par exemple, de la transparence. Ici, on sent que la justice commence à chercher à escamoter certains points. Non, ça ne va pas non plus. Ça ne va vraiment pas. Voilà. Merci David Kalonji. Et Gilles Ngwene, vous voulez ajouter quoi? Oui. Mais à ça, vous allez également répondre à cette question. Un numéro vert, pour quelle fin? Puisque David Kalonji venait de le soulever, on a vu comment est-ce que les procès ou le 81 invalidé au niveau de la CENI, comment leur dossier a fini. Un numéro vert pour répondre à quelle question, justement, à quelle problématique? Moi, je pense qu'à ce niveau, ce qu'on doit comprendre, nous sommes en face de deux institutions et une agence. Nous avons la CENI et nous avons la justice. Je pense que la CENI avait fait son travail de dénoncer les 82 députés invalidés. La CENI a fait son travail. Or, le travail de la CENI, c'était de dénoncer, non de juger. Il prend le dossier, il amène ça au niveau de la justice. C'est à la justice de juger. Mais il ne faut jamais oublier que la CENI a un calendrier qu'il avait élaboré depuis longtemps qu'il doit respecter, qu'on avait appelé le calendrier électoral. Après avoir organisé les élections nationales, plutôt législatives, nationales et provinciales, le calendrier doit suivre son cours normal. Ce qui fait qu'on arrive maintenant, on doit organiser les élections de gouverneurs et des sénateurs. Maintenant, je reviens au niveau de l'APLC, qui est une agence de prévention et de lutte contre la corruption. Lui, à son tour, il vient aussi, il fait son travail. Son travail, c'est que ça dit comment il a eu à sonder, comme c'est une agence, il a eu à sonder, il a eu essayé un peu d'étudier ce qui se passe au niveau de la population, au niveau politique. Il a vite compris que il y a quelque chose de sale qui s'annonce, d'où il met un numéro vert en circulation. C'est à nous maintenant, la population. Ouais, c'est à nous la population. Je vais en venir. Moi, je suis au niveau de la. Vous savez, M. David Kalonji a parlé de la pédagogie. Et ça, c'est vraiment de la pédagogie. Je suis au niveau aussi de la pédagogie. On va voir la finalité ensemble. C'est-à-dire que c'est maintenant à la population de se dire qu'aujourd'hui, on a reçu le numéro, voici, on a attrapé telle personne qui est corrompue, et supposons que moi, je suis député provincial, et vous êtes un sénateur, en voie d'être élu, je suis en train de venir, et que la population est au courant que moi, je suis corrompu. La population va appeler l'APLC. Vous voyez, là, on va en venir maintenant. C'est maintenant arrivé à ce niveau ici, que les gens seront dessus, comme ils sont dessus au niveau de la justice. Ils seront dessus comment? La population va dénoncer. Mais après avoir dénoncé, quelle sera la réponse de l'APLC vis-à-vis de la population? On a vu, la CENI a dénoncé les 82 députés, il a invalidé. Mais au niveau de la justice, jusqu'à aujourd'hui, on attend, la réponse n'est pas là. Mais on ne peut pas rester main croisée, on observe, on continue. Je dis que non, moi je dis, le numéro vert pour moi, je peux utiliser ça comme un slogan. C'est un slogan, pour moi c'est un slogan qui ne va pas donner de résultats escomptés. C'est-à-dire qu'ils font un travail, ils ont mis un numéro vert, ça va leur permettre de prendre une position lorsqu'il y aura des résultats, des dénonciations. Il faut dire que oui, effectivement, nous, on a pu mettre un numéro vert en circulation et la population ne nous a pas appelé. Ou soit la population a appelé, voici la procédure. Mais en termes de résultats escomptés, qu'on trouve au moins un sénateur élu parce qu'il avait corrompu et on l'a traduit en justice, on a invalidé sa candidature, c'est impossible. Comment, en tout cas, nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train de décrypter comment ils feront pour savoir justement que cette dénonciation est la bonne et celle-ci c'est une dénonciation préparée dans quelque part, dans une maison quelque part, parce que nous savons comment nos partis politiques fonctionnent. Vous savez, lorsqu'ils cherchent à faire tomber l'autre, ils sont Madame Betty, nous sommes en RDC et précisément vous et moi à Kinshasa. Nous savons très bien comment les choses se déroulent. Ça dit comment ils seront, ça dépendra de leur appréciation.
Je vous dis que ça dépendra de leur appréciation. C'est là où ça deviendra encore Mais je dis que c'est un slogan. C'est comme on dit l'agriculture, priorité des priorités. Vous voyez un peu, c'est un slogan pour moi, ça dépendra de leur appréciation. C'est-à-dire qu'on peut citer votre nom comme on peut citer mon nom, mais d'ailleurs, il y a un problème aussi qu'on ne peut pas ignorer. Le premier coordonnateur de l'APLC, oui, surtout, je pense qu'il doit être en prison. Il a été attrapé, main dans le sac, dans une de banque commerciale, j'étais les noms, dans la corruption. Où le dossier, jusque-là, le dossier à quel niveau? Le dossier à quel niveau? Voilà. Vous voyez un peu. Moi, je pense que il faut qu'on essaie un peu d'avancer dans la clarté au niveau de la République. Il faut savoir dire non et savoir dire oui. On a déjà un problème au niveau des élections, au niveau de l'organisation. On a eu 82 députés qu'on a attrapés, qu'on a invalidés. Jusque-là, on avance, on va aller élire le gouverneur. Moi, je pense qu'avant d'aller élire le gouverneur, on devait d'abord épurer la situation des 82 députés qu'on a invalidés. Peut-être parmi ces 82, il y aurait 2 ou 4 qui pourront être récupérés. Et s'il est récupéré, il peut avoir la possibilité de postuler comme sénateur, aussi comme gouverneur. Mais si vous passez déjà aux élections de gouverneur, après, vous le récupérez, mais ces ambitions politiques, voilà pourquoi d'autres ont crié à la fuite, on dit quoi, fuite à la sorcière. Oui, donc effectivement, voilà c'est une fuite en avant. Que c'était vraiment un complot contre eux et qu'on ne voulait pas qu'ils se représentent. Et nous sommes là, la réalité ne fait qu'encore, entre guillemets, confirmer ce qu'ils ont dit. On va changer de sujet faute de temps. Ça fait débat, la mort de cette dame. Cette infirmière, Annie Chidibi, de l'hôpital Akram. Le ministre de la Santé publique a pris un certain nombre de décisions suspendant justement, il est allé même à radier, c'est ça, non? Il est allé même déjà radier d'autres médecins. Il y a eu également l'hôpital Akram de Limete qui a été fermé suite à cette situation. Cette femme qui est partie, entre guillemets, on parlerait d'une négligence de part et d'autre. Et Gilles Ngwene, vous avez suivi sans doute ces dossiers de près. Est-ce que le ministre devrait prendre des décisions aussi drastiques avant les enquêtes proprement dites? Bon, moi je pense que le ministre de la Santé et Prévoyance sociale, c'est un monsieur, je dirais même c'est un docteur routinier. C'est un monsieur assidu au niveau de la santé. Quand les gens parlent d'une décision, vous appelez ça comment? Une décision anticipée ou suite à la va-vite. Je dis ça, c'est faux. Je dis c'est faux parce qu'au niveau du ministère de la Santé, ils ont une inspection générale de la santé. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Et ils ont une inspection générale de la santé. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Je pense que... Si nous sommes informés, mais on a l'impression que cette inspection... Laissez-moi vous donner de la matière, madame. Vous n'avez pas la matière. Justement, laissez-moi vous donner de la matière. Voilà pourquoi nous disons, nous savons que cette inspection existe bel et bien. Il devrait également canaliser justement les décisions du ministre. On ne les a pas senties. Je peux aller? Allez-y, vas-y. Merci beaucoup. L'inspection existe, comme vous avez dit. Le ministre, je pense qu'il a tout un cabinet. Il a beaucoup de services à côté de lui. Et si vous suivez la situation de la dame Annie Chidibi, c'est regrettable. Vous et moi, on sait ce qui se passe dans nos centres, dans nos centres hospitaliers en RDC. C'est-à-dire que je pense que si Akram a pu lâcher la dame, c'est parce que Akram n'avait pas de morgue. Excusez-moi de dire ça. Si au moins Akram savait que la femme, après avoir perdu sa vie, elle allait avoir un endroit pour conserver son corps, Akram n'allait pas lâcher la dame parce qu'Akram avait besoin d'argent et savait qu'une fois la personne perd sa vie, on va le mettre à la mort. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Infirmière chez Akram. Ok, laissez-moi finir. Je vous donne une information. Du mois de septembre
octobre, novembre, décembre, tous les hôpitaux qui ont été sélectionnés pour la gratuité de la maternité, ils ont aussi été subventionnés. Je vous donne les chiffres. Ngaliema avait reçu au moins 367 000 $, ce qui équivaut à 90 000 $ par mois, à 3 000 $ par jour. Mamaembo avait perçu 300 000 $. J'ai dit les 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Les chiffres sont là. L'IGF est là, il peut aller inspecter. Mamaembo avait perçu 300 000 $, ce qui équivaut à 85 000 $ par jour. Maintenant, par mois, il faut diviser par le nombre de jours. Saint-Joseph avait perçu 400 000 $, ce qui équivaut à 100 000 $ par mois, et il faut diviser par le nombre de jours. C'était déjà en retard de 3 mois. S'il vous plaît, ça ne dépendait pas du gouvernement. Ça ne dépendait pas du gouvernement. Le clinique universitaire avait perçu 200 et quelques mille $. C'est-à-dire quoi? Quand une femme se présente, la femme s'est présentée, s'il vous plaît, la femme s'est présentée avec une grossesse. Les retards ne dépendaient pas du ministère. L'argent a été versé bien avant. Je pèse bien mes mots. L'argent a été versé bien avant, à partir du mois de septembre. Quand on a lancé la gratuité de la maternité, c'est à ce moment-là qu'on avait versé l'argent par le gouvernement congolais. L'État avait pris en charge le soin et trait avec la prise en charge d'une femme enceinte. Quand on dit la prise en charge d'une femme enceinte, c'est quoi? C'est la consultation prénatale, tout ce qui a trait avec l'échographie, tout ce qui a trait avec les examens préliminaires qu'on fait. Je pense qu'ici, il faut aller loin avec les médicaments. Les hôpitaux ne vont pas donner les médicaments. Maintenant, un centre qui est déjà financé. Vous vous rendez bien compte, non? Une dame se présente avec une grossesse. Peu importe la situation qu'elle présente. Akram, bien sûr que la dame travaille là-bas, mais Akram reçoit la dame et la santé ne fait que s'empirer, mais se permet de garder une personne malade qui, aussi longtemps qu'il a la possibilité de le transférer dans les 48 heures, dans les 72 heures qui viennent dans un hôpital un peu plus perfectionné ou soit plus développé que lui. Akram fait 2 semaines avec quelqu'un qui est malade. Akram se rend compte qu'il n'a pas de morgue pour garder son corps. Il dit que la personne est vers sa fin. Il va les transférer où? Je pense qu'au niveau de clinique Ngaliema. Au niveau de Ngaliema, il y a une négligence. Peut-être vous ne connaissez pas de situation de négligence dans vos familles. Nous, on a connu des cas de négligence. On a eu à perdre quelqu'un de très cher au sein de la famille. Une jeune maman qui s'est mariée il n'y a pas longtemps, elle donne vie à un enfant, la même nuit, la dame part. Elle part. C'est-à-dire comment? En Ngaliema, on néglige. Mais aussi longtemps, vous négligez, vous avez déjà été subventionné, vous avez eu à percevoir 370 000 $ pendant 4 mois. En fonction, ils avaient 90 000 $. Est-ce que Ngaliema peut réaliser 3 000 $ pour l'accouchement des dames par jour? Ngaliema avait 3 000 $ par jour pour je parle pas de par mois, mais par jour pour l'accouchement des dames. Est-ce que Mamaembo peut réaliser 85 000 $ pour l'accouchement des dames par mois? Ou bien Saint-Joseph peut réaliser 100 000 $ pour l'accouchement des dames? L'État avait tout pris en charge. Mais voici maintenant ce qui se passe. Vous arrivez à l'hôpital pour la gratuité de la maternité. Vous arrivez, on vous dit, les deux premières échographies, c'est gratuit, mais le reste d'échographie, c'est payant. C'est faux. Tout est gratuit. Dès la consultation prénatale, même les lits sont gratuits. Mais on se rend compte qu'au niveau des cliniques universitaires, je cite, on dit que les lits, c'est 10 jours, c'est 150 $. Or, l'État sait que l'État, quand on dit l'État subventionne, il subventionne l'accouchement, l'équipement. Là, je vais citer Madame Lessé. Du clinique Ngaliema, vous dites qu'il y a eu négligence. Il y a eu négligence. D'après également le médecin de la clinique, il n'y avait pas de place justement pour recevoir la dame et ils attendaient comment on l'appelle, l'ambulance justement pour venir récupérer la dame pour l'amener ailleurs. En quoi, qu'est-ce qui vous donne le mot de dire que il y a eu négligence? Vous êtes déjà allé au clinique Ngaliema? Est-ce qu'au niveau de Ngaliema, dans les urgences ou soit dans la maternité, à la maternité peut manquer de place pour des cas d'urgence? Vous pensez qu'ils ont menti? Ils ont totalement menti. Ça, c'est une raison qu'ils ont cherché. Nous sommes au niveau où Ngaliema a été subventionné. Vous pensez que le ministre, le ministre a sanctionné, il n'a pas sanctionné en vain. Le gouvernement congolais, la présidence de la République ont débloqué l'argent pour les hôpitaux qui ont été sélectionnés pour la gratuité de la maternité. Ils ont perçu l'argent 4 mois. Mais allez faire le tour dans les hôpitaux, vous allez comprendre ce qui se passe. On donne aux prestataires 2 000 francs, 4 000 francs, 20 000 francs. C'est faux.
Raison pour laquelle je dis maintenant que l'IGF a un grand travail. Comme l'inspection générale de la santé ne sait pas bien faire son travail, maintenant l'IGF doit récupérer le dossier. Il doit aller auditer les différents médecins directeurs des différents hôpitaux pour demander qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent, de façon que le ministre soit quand même... Le ministre, c'est quelqu'un de haut de gamme. C'est quelqu'un qui vient, qui vous matérialise la gratuité de la maternité. Ce n'est pas facile, madame. Tel que si vous avez quelqu'un enceinte chez vous, qui a une grossesse chez vous, dites-vous qu'après 9 mois, elle va accoucher gratuitement ou elle ne payera rien. Ça ne s'est jamais fait au niveau de la République. Et c'est une première. C'est une première. D'ailleurs, plusieurs personnes ont applaudi, en tout cas, le geste posé par le chef de l'État, David Kalonji. Je pense qu'il est très important, présentement, avant de continuer, de saluer les efforts du gouvernement et de mettre en évidence le chef de l'État, parce que quand il y a crise d'hommes en termes de patriotisme, mais qu'un homme sort, les chiffres sont en train de parler, laisse-moi vous le dire, c'est que ces gouvernements-là ont fait du bon travail. Et par conséquent, nous sommes en face d'une montée en puissance d'un refus de conjuguer les efforts pour aider une nation à s'asseoir sur des principes sacrés, sur les règles qui mettent l'homme en évidence. Dites-moi un tout petit peu, devant de choses comme ça, faudra-t-il, quand on commence à se poser des questions à savoir, que peut-on faire? Recherchons la faille. Il faut frapper dur. Parce que, laissez-moi vous le dire, moi qui vous parle, j'ai des amis qui ont été dans cette commission-là. Et de gens qui ont fait un travail remarquable. Je suis très content de constater que c'est un confrère qui est de l'autre côté qui vous sort le chiffre. Il y a eu des gens outillés, de Dr Malemba qui ont travaillé dans cette affaire-là. Mais laisse-moi vous le dire, on ne peut pas saper un travail vraiment de qualité comme celui-là quand on veut sortir le pays de la crise et on le sort à peine, mais qu'un médecin ou des hôpitaux sont là uniquement dans des activités où vous sentez que la vie des gens ne leur représente rien, si ce n'est pas l'argent pour l'argent. La conscience au travail n'est plus. La conscience patriotique n'est plus. Et ce médecin-là, vous le retrouvez à longueur de journée, ils sont dans leur Facebook et tout ça là, et les malades sont en train de mourir. Non, moi je pense que si on constate d'abord que cet hôpital-là n'avait même pas le centre, les infrastructures pour quand par exemple quelqu'un meurt, on va l'amener à la morgue. Il faut le fermer. Il faut le fermer parce que ici, bon, c'est d'ailleurs ce pourquoi d'ailleurs je préfère qu'on amène des gens dans la gestion qui sont les élus du peuple et qui ont la conscience patriotique. Cette histoire d'amener des gens qui n'ont aucune conscience, voilà la conséquence elle est là. Que faudra-t-il qu'on fasse? Il faut frapper dur. Ce que l'on vient de penser pour ce dont on appelle... Jusqu'à fermer l'hôpital alors qu'il y avait... Il faut le faire, madame. Malades. Il faut Est-ce qu'on n'a pas pensé à ceux-là qui étaient malades dans cet hôpital? Laisse-moi t'en parler. Mieux serait qu'on ferme, que les mesures soient vraiment dures, comme ce qu'on veut prendre auprès de militaires au front, pour restaurer un état de droit. Pour le médecin directeur, par exemple. Est-ce que où est sa conscience? Où est sa conscience dans un cas comme celui-ci? Le médecin qui a reçu, par exemple, la dame, au lieu de frapper le médecin directeur. Non, mais laisse-moi t'en parler. Si, par exemple, aujourd'hui, cette mesure, elle a tenu compte de beaucoup des éléments sur le plan technique. Mon confrère l'a dit tout à l'heure, que on a constaté que dans cet hôpital, il n'y avait pas de morgue. Vous ne l'avez pas, vous représenter avoir un hôpital sans avoir une morgue. D'où il est tout à fait normal qu'on ferme pour éviter justement... Non, écoutez, si je dis que l'hôpital n'avait pas de morgue, c'est-à-dire quoi? Excusez. Je dis bien si. Oui, l'hôpital n'avait pas de morgue, le cas d'Akram qui s'est soulevé. C'est ce qu'on constate dans nos hôpitaux, vu qu'ils n'ont pas de morgue. Mais qu'est-ce qu'ils font dans un premier temps? Dès qu'un malade se présente, ils commencent d'abord par recevoir le malade, lui soutirer un peu d'argent. Vous ne le gardez pas pendant une semaine parce qu'il faut écoutez, s'il a un peu d'argent, s'il a un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le garder pendant 5, 6 jours, 7 jours, de façon de lui soutirer quelque chose. Quand ils vont se rendre compte, l'argent entre. Quand ils vont se rendre compte qu'ils ont déjà tué quelqu'un,
Voilà. Et que chez eux, il n'y a pas une morgue pour conserver son corps. Maintenant, ils vont établir une note de transfert pour l'envoyer quelque part. Ils savent que dans les jours qui vont, dans les 48 heures qui suivent, la personne va partir. C'est ce qui passait effectivement au niveau de la CRAM. Et quand on sanctionne le médecin directeur, je pense qu'en Lingala, on dit, je pense que le médecin au sein du centre hospitalier, au sein des cliniques, ils vivent les instructions de de médecin directeur. Si le médecin qu'on a trouvé là, le médecin de staff ou le médecin de service ou le médecin de garde, il avait déjà les instructions de son chef que une fois tel cas se présente, il faut faire ça. Je pense que la personne la mieux placée qu'on devait sanctionner, qui doivent être prises pendant leur réunion. Ben oui, effectivement au niveau de réunion de médecins. Madame, je prends un fait. Voilà ce qui est encore très choquant. On a toujours déploré dans ce pays que on fait des choses à la va-vite. On ne prépare pas des choses, tout ça là. Mais ici, vous constatez quand même que on a travaillé avant de lancer la mesure. On a travaillé, on a disposé des fonds, on a ciblé des... On a même créé des structures. On a même créé des structures. Je vous dis que j'ai des amis qui sont là-dedans. La question à répondre encore est celle-ci. Est-ce que c'était au ministre de radier d'autres médecins, puisque lui ne faisant pas partie justement de... Moi je pense que le ministre n'a pas radié. Il n'a pas radié, il a suspendu le médecin. Il y a eu d'autres médecins qui vont être radiés. Vous savez, il y a un élément que mon co-débatteur a soulevé. Nous signalons que le ministre était à CRAM de limiter aujourd'hui nous sommes le jeudi. Donc il a été à la CRAM de limiter le mercredi pour s'entretenir justement avec le staff de là. Certainement dans le jour qui vient, ils vont prendre des décisions. Il va encore revenir sur sa décision parce qu'on a l'impression en tout cas que ça a été trop à la va-vite. Ceux qui étaient internés devaient partir. Vous savez, dans un genre de pays, dans un pays comme la RDC, avec le genre de population que les pays ont, c'est-à-dire qu'à deux fois, il faut une décision. Il faut que la décision soit prise. Vous savez ce que la CRAM, Mama Emo, clinique Ngaliema ont fait, ça c'est saboter l'action gouvernementale, saboter les efforts de chefs de l'État, saboter même l'électorat des chefs de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que les chefs de l'État ont bâti campagne que sur deux secteurs, la gratuité de la santé et la gratuité de l'enseignement. Et sur ces deux éléments qu'il a bâti campagne, les trois médecins, les trois hôpitaux ont saboté. Pour moi, je dirais, s'il faut même l'air irradier de la liste de médecins, on doit le faire. Nous partageons la douleur en tout cas avec la famille de cette infirmière Annie Chidibi qui nous a laissé. On n'encourage pas, mais nous cherchons seulement à savoir est-ce que les choses devaient se faire telles qu'elles se sont faites là. Eh bien, ils ont donné leur point de vue par rapport à cette situation. Nous présentons donc nos condoléances à la famille éprouvée, la famille biologique, bien sûr, de la dame qui nous a laissé, mais également à la famille du travail, hein, même à Akram qui a été frappé, puisque c'est l'une... Akram a mérité. Akram a été également frappé, donc nous présentons également nos condoléances à cette structure. Nous allons maintenant changer de sujet pour parler de l'agression de la République démocratique du Congo. Après plus de 2 décennies, ça continue. Aujourd'hui, la SADC est aux côtés de FRDC pour mettre un peu de l'ordre de l'autre côté de la République, mais ça continue, on continue de tuer. On a entendu le chef de l'État pendant sa campagne dire, même c'était au cours d'une émission, hein, il n'attendait que qu'il y ait une fisque, on appelait ça escarmouche, voilà. Il va frapper. On a entendu le ministre de la Défense également en parler, qu'on sort. On avait des assurances, David Kalonji, mais on a l'impression aujourd'hui, tout ce que le président de la République a dit sur l'Est, tout ce que Jean-Pierre Bemba a dit sur l'Est n'était que pour la campagne de Félix Tshisekedi. Je ne pense pas, mais je me dis, à moins que l'on soit sur une autre planète, pour ne pas se représenter que il y a
une équipe de parlementaires qui vient d'être élue. Il est en train d'installer son comité, enfin son bureau. Or, le bureau provisoire par rapport au bureau définitif, on le définit dans les attributions de ce qu'il doit faire. La mission d'un bureau provisoire est là pour mission élire le bureau définitif. Or, le chef de l'État, si par exemple aujourd'hui il a besoin de déclencher ces mécanismes-là, il faut qu'il réunisse le deux là. Les deux chambres du Parlement. Vous êtes dans une position où les sénateurs, de toute façon, ceux qui sont là, ils sont déjà hors mandat. Ils expédient les affaires courantes, s'il faut en tout cas être plus clair. Et pour les parlementaires qui viennent d'arriver, ils n'ont qu'un bureau provisoire, le chef de l'État. De toute façon, il ne peut pas faire de choses de sa tête. Mais il est vrai que la question se pose. C'est pour contraindre le chef de l'État de se retrouver dans une position telle que il faut négocier. Moi, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à comprendre une chose, que on ne peut pas parler de problèmes politiques congolais sans le lier à la politique internationale. Parce que vous avez derrière le Rwanda, le monde entier, qui sont des pays voyous et qui viennent piller la République. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure. Vous pensez que les Congos et, s'il faut se représenter en dessin, le Goliath avec le Rwanda qui est David. Mais qu'en réalité, c'est la situation renversée. C'est par contre le monde entier qui est contre les Congos. Et c'est le Congo qui est justement David avec une histoire déguisée, le monde entier. Vous avez entendu parler de la Pologne. Elle a réagi pour être du côté de... Ça commence maintenant à sortir. Donc, sur le plan politique, pour un discours de campagne et de la manière que le chef de l'État a donné le coup, il a un très bon stratège. Et je crois qu'il faut, de demain, qu'il soit vraiment élevé au titre d'avoir un diplôme de honoris causa. Parce que là, laisse-moi vous le dire. Non, je prends un fait par exemple. Allez-y. Il a poussé que le Rwanda pose l'acte. Un ministre, non, plutôt un chef d'état-major, je le suivi sur les réseaux sociaux du Rwanda. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons attaquer, nous allons faire ceci. Un langage arrogant et puis maladroit où on veut pousser le chef de l'État justement qu'il tire, qu'on commence la guerre. Pendant que Napoléon dit que nous allons soutenir. Donc, nous ne sommes pas des petits-enfants. On comprend maintenant. Il est toujours dit que quand, par exemple, vous avez... c'est un proverbe africain. Quand vous avez... Est-ce que maintenant, vous ne voyez pas grand que là, derrière, c'est la communauté internationale? Et si c'est vrai, nous n'allons pas pour attaquer, nous qui sommes David, le Goliath qui est le monde entier, qui est les États-Unis. Avec tous ces pays voyous qui sont là derrière, nous devrons préparer comment y arriver. Et Félix a réussi par des tactiques qui sont psychologiques déjà à mettre mal à l'aise l'adversaire parce qu'il est connu maintenant là. Et quelle lecture faire? Donc moi je me dis quelque part que contre l'Occident, voilà les côtés par exemple, le côté fort, les côtés forts de la part de Félix, parce que maintenant là, lui il s'est tué. Parce que c'est celui qui est en train de contenir la population congolaise. Elle veut en finir avec le Rwanda, mais autrement. Nous allons aujourd'hui, j'ai aimé ce que Bitakura a dit. Ce n'est pas qu'on a fermé les ambassades, enfin, qu'on a indisposé les ambassades. On va le fermer. Jusqu'à ce que nous allons trouver une solution. Et fermer les ambassades des États-Unis, de la France, tous ceux qui sont derrière le Rwanda. En même temps, économiquement, nous coupons d'abord. Et nous frappons sur les rebelles qui sont sur notre territoire avec le secret que nous avons. On va faire une boucherie. Et là, je ne suis pas d'accord. Je me dis, il faut commencer à montrer le cadavre de ces gens que l'on tue parce qu'ils sont venus saboter notre patrie à la télévision pour que les gens aient peur,
qu'ils comprennent que le combat, c'est un combat patriotique. Et Gilles Ngwene, quelle lecture faites-vous également par rapport aux manifestations contre l'Occident qui s'est déroulées ces derniers temps à Kinshasa? Est-ce que la population avait raison de faire tout ce qu'ils ont fait? Pour quel écho finalement? Et moi, je pense que la population s'est réveillée. Ça fait longtemps qu'on voit ce que la population a fait. Bravo aux Congolais, surtout aux jeunes. Peu importe Il continue encore. la manière dont on peut les qualifier, Kuluna, patati patata. Moi, je m'allie derrière eux. Et si j'ai le temps et qu'ils ont un programme qui doivent aller brûler telle ambassade, je serai derrière et surtout pour le Congo. Pour le Congo. Mais voici une petite démonstration économique. Les problèmes résident au niveau de l'économie congolaise. On arrive, on nous impose une économie de rente. C'est-à-dire que tout ce qui est produit en RDC devait être vendu à l'extérieur. Ailleurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'économie de rente? Dans cette même économie, on nous appelle un modèle qu'on appelle un modèle capitaliste. Voici, le minerai extrait en RDC devait être traité par les usines venant de l'Occident. Ça, c'est déjà un problème. Traité par les usines. Or, ça devait être, on avait notre entreprise dans l'État, Jekamiba. Les experts qui devaient traiter les usines devaient aussi venir de l'Occident. Vous comprenez un peu la logique qui se passe là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est trait comme production, comme richesse nationale, ce n'est pas ici, c'est maintenant où? À l'Occident. Mais ils se sont rendus compte qu'après avoir... Parce que l'objectif, c'était de fragiliser l'économie congolaise et enfin de nous imposer un autre modèle économique plus que le modèle qu'ils ont. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont maintenant pris la décision. Parce que moi, j'ai du mal à citer Rwanda comme pays. Moi, je qualifie Rwanda comme le village où je suis né. C'est un petit village. Un petit village qui a une économie basée, je pense que sur le levage, si je ne m'abuse pas. Mais vous allez vous rendre compte qu'on crée un enfant qui veut se battre contre un éléphant, comme l'a dit mon co-débatteur. Maintenant, tout ce qui se passe maintenant, la main d'œuvre. Les experts sont les expertisés, les entreprises sont des entreprises occidentales. Maintenant, la main d'œuvre est comment? Locale. La main d'œuvre est congolaise. Mais ils sont arrivés, malgré tout, la main d'œuvre est congolaise. Maintenant, ils se sont dit, ils vont s'accaparer maintenant des puits, des gisements et des carrés miniers pour exploiter eux-mêmes. La guerre avec le Rwanda, nous on n'est pas en guerre avec le Rwanda, nous sommes en guerre avec les Occidentaux pour le bien congolais. Alors que le président Tshisekedi s'est battu en tout cas pour que la RDC rentre dans le chiquier international et consort, vous ne pensez pas que cette situation risquerait encore de nous faire reculer? Moi, je pense qu'il est grand temps maintenant que le président Fachi se rende compte qu'il doit adopter le modèle de musée. J'ai dit ça une fois ici, la belle femme n'a pas le temps de déambuler dans toute la ville pour qu'elle soit appréciée comme une belle femme. On peut la trouver même devant sa porte. On peut directement se rendre compte cette femme est comment? Belle. On peut même la trouver, on peut même la chercher au mariage devant la porte devant sa porte. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait comme tournée, vous avez vu le résultat, ils se sont moqués de lui, économiquement, politiquement et socialement ainsi que démocratiquement. Ils se sont moqués de lui. Ce qu'il doit faire, il doit adopter maintenant le modèle qu'avait mis en place le président, le fait musée Laurent Désiré Kabila. Je parle du fait Laurent Désiré Kabila. Et ça, c'était le modèle le plus important. On devait produire ici, avoir notre propre économie sans tendre la main à ailleurs. Voilà, ce sont là les dernières paroles de Egide Ngwene. Merci à vous deux. En tout cas, de vous disponibiliser pour cette émission. Mesdames et messieurs, 3 sujets étaient au centre de cette émission Décrypte-Écho. On a parlé des élections de sénateurs, des gouverneurs et des vice-gouverneurs qui vont intervenir dans le jour qui viennent. Que faire pour mettre fin justement à la corruption, hein, parce que ça sent déjà mauvais, on en parle déjà. Le candidat essaie déjà de corrompre le député provincial. Ils ont donné leur voix quant à ceux. On a parlé également de la mort de cette infirmière Annie Chidibi de l'hôpital Akram, cette femme qui est partie, mais également nous avons soulevé les décisions prises par le ministre de la Santé publique. Ils ont donné leur voix quant à ceux, et puis on a chuté avec cette question de l'agression de la République démocratique du Congo.
quelle lecture face aux manifestations qui se sont déroulées à Kinshasa? Vous les avez écoutées. Egide Ngwene a donné son point de vue, mais également David Kalonji a donné son point de vue. C'en est fini. Décrypte-Écho est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement.